dans les étés de Tendance O. On poursuit notre saison estivale avec un seul objectif, vous livrer les dernières tendances qui font fureur aux quatre coins du monde. Cette semaine, dans notre enquête exclusive, Miami nous ouvre les portes de ses nouveaux quartiers en vogue. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission très arty. Tout d'abord, direction Miami où la créativité règne. Quand entrepreneurs et artistes se rencontrent, ce sont des quartiers entiers qui se transforment. Shepard Fairey vient du milieu du skateboard. Il est l'un des artistes les plus connus dans le monde du street art. Poursuivons notre voyage artistique en cuisine. Des couleurs estivales, des saveurs fraîches, plus qu'une déco, les fleurs ont aujourd'hui la cote auprès des chefs. Elles nous font rêver avec des dessins simples et raffinés, devenus la griffe de certains magazines. Suivons les traces de ces nouvelles stars, les illustratrices de mode. Je pense que pour définir mon style, les termes qui reviennent le plus souvent, c'est très parisien, tendance, avec une pointe d'humour. Terminons avec un reportage haut en couleur, des lumières, une pause longue et de l'imagination. Voici le light painting, mystérieux, onirique ou branché street art. Cette tendance nous a tous séduits. Miami ne se résume pas à ses plages et ses fêtes XXL. Aujourd'hui, la ville est mondialement connue pour ses quartiers d'artistes et de designers. On y trouve les œuvres les plus cotées de l'art contemporain. Partons tout de suite pour une visite guidée haute en couleurs. Quartier chic et branché où art et design sont mis à l'honneur, voici le Miami d'aujourd'hui. Foire contemporaine, expositions, galeries font de cette ville un véritable temple de la créativité. Les gens ici sont très créatifs. C'est une ville qui est très ouverte et on se sent libre. Miami a une vraie scène artistique. Il y a une vraie énergie créative ici. Et tout le monde veut faire partie d'une ville en pleine expansion et qui évolue vers de nouveaux horizons. Tendance O vous fait découvrir deux quartiers en pleine effervescence, le Design District et Wynwood. Mais comment Miami s'est-elle imposée comme référence sur la scène artistique internationale ? Au début des années 90, un homme d'affaires va marquer l'histoire de Miami. Ce visionnaire, qui a déjà contribué au renouveau de South Beach, fait renaître un quartier où seuls quelques magasins de meubles subsistaient. Le quartier est baptisé le Design District et devient rapidement un endroit où toutes les tendances artistiques convergent. Craig Robbins a découvert le quartier, investi de l'argent, acheté des bâtiments et fait venir des locataires influents. Au fur et à mesure, les grands collectionneurs d'art ont commencé à s'installer, comme Margulies et Delacruz. Mais il a fallu attendre 2002 qu'Art Basel, une foire d'art contemporain, s'installe à Miami Beach pour que la ville devienne chaque hiver le rendez-vous incontournable des amateurs d'art du monde entier. De nombreuses stars comme P. Diddy, Beyoncé et Jay-Z sont d'ailleurs séduites par ce nouveau côté arty. Quand Art Basel est venu à Miami, l'art avait la cote. Aujourd'hui, l'Art Basel prend place dans le Design District et contribue ainsi à la renommée du quartier. Galeries, showrooms, magasins de mode s'y installent chaque jour. Tendance O vous invite dans un temple du design où les objets de la vie quotidienne peuvent devenir de véritables œuvres d'art. L'idée est vraiment d'exposer les meubles dans des habitats différents et de montrer aux gens comment ils peuvent vivre avec des objets de design au quotidien. On a voulu exposer les meubles dans différents environnements pour traduire cette philosophie. On représente des designers des quatre coins du monde. Voici une œuvre créée par une agence de design en Angleterre. Le designer a repris ce motif de bois et a incorporé une technique de color block pour donner à la chaise un côté pop art. Cette œuvre a été créée par le designer belge Brembo. C'est un meuble de rangement en bois. C'est son interprétation personnelle de l'objet. Évidemment, c'est une œuvre fonctionnelle, mais ça ressemble plutôt à une sculpture. Le challenge était de repenser notre façon d'envisager l'étagère. Ce quartier de design attire les plus grands collectionneurs d'art comme Rosa Delacruz. Cette influente cubaine surfe sur la vague et a ouvert un espace dédié à l'art où elle expose sa collection personnelle à côté des derniers artistes en vogue. L'idée est de montrer une collection qui est contemporaine. C'est pas une collection historique. Elle date du 21e siècle ou de la fin du 20e. C'est toujours en mouvement. Et nous essayons d'évoluer au sein du 21e siècle.
Vous voyez cette sculpture? Elle ressemble à une tête romaine ou une tête de soldat romain. Quand vous la regardez, vous pouvez voir à l'intérieur. Et elle laisse cette possibilité. Et tout l'intérêt est là. C'est comme si l'artiste n'avait pas terminé. Il nous autorise à voir ce travail inachevé. Ici, rien n'est petit, tout est grand. Nous réfléchissons plus à comment exposer les œuvres des artistes de la meilleure façon possible. La taille démesurée des murs de cette galerie a ainsi permis aux artistes de s'exprimer sans limite. Voici 52 fenêtres. Cette installation a besoin de tout cet espace pour y vivre. On ne pouvait pas la mettre dans une petite pièce. Elle a besoin de tout le volume disponible ici. Si le Design District a transformé le paysage artistique de Miami, un nouveau quartier nommé Wynwood est aujourd'hui aussi en pleine ébullition. Et si l'art se manifeste librement au détour des murs et des hangars de Wynwood, c'est grâce à Tony Goldman, un entrepreneur de génie. Dans sa tête, il a vu ces murs comme une toile vierge. Donc il a invité des graffeurs, des street artistes qui fuyaient la justice. Des années plus tard, ce sont les artistes mondialement reconnus comme Kenny Shaw, Futura, Nunca, Shepard Fairey. Shepard Fairey vient du milieu du skateboard. Il est l'un des artistes les plus connus dans le monde du street art. Le mur mesure environ 5 mètres de large et 10 mètres de long. On voit les symboles les plus récurrents de son art. Des tons monotones comme le rouge ou le beige et les pochoirs noirs. Il utilise et il parle beaucoup des Birmans et la guerre civile dans leur pays. Ce mur a été fait par Nunca. Il vient du Brésil. Ça a été réalisé en 2009. Ça s'appelle « De la jungle à la métropole au marché noir du Brésil ». Il l'a peint en une semaine. Les murs de Wynwood sont époustouflants, hallucinants. Ils sont connus pour être la plus grande collection de graffiti dans le monde. Je vous présente Courtney Eugene Brown, un autre artiste connu et montant de la scène artistique à Miami. Courtney fait partie de cette nouvelle vague d'artistes qui ont participé à la renommée du quartier avec des œuvres aux influences multiples. J'essaie d'intégrer des éléments d'art classique dans mon travail de sculpture et je les mélange avec un travail plus contemporain, plus abstrait. Je fais à ma sauce. Vivre dans ce quartier m'inspire et je prends les bonnes ondes de ces artistes et de cette communauté. Ça a toujours été incroyable d'y vivre. Miami a beaucoup changé ces 10 dernières années. Il y a juste cette énergie créative à Miami qui n'existe que dans peu de villes dans le monde. Et je pense que Miami va continuer à évoluer et à être une ville attractive. Riche d'une créativité audacieuse et d'un dynamisme hors pair, Miami est devenue une référence mondialement reconnue dans l'art et le design. La Magic City n'a pas fini de nous surprendre et d'imposer son style. Et même en cuisine, la déco est de plus en plus importante. Coquelicot, capucine, marguerite, c'est désormais dans votre assiette que vous les retrouverez. Car si les grands chefs ont ouvert la voie, cette cuisine florale, artistique et savoureuse devient accessible à tous. Petite dégustation. Rouge, bleu ou jaune vif, les beaux jours venus, on voit fleurir de nouvelles couleurs dans nos assiettes. Mais les propriétés des fleurs vont bien au-delà du simple plaisir visuel. La preuve, les plus grands chefs du monde chantent les louanges de ces saveurs inédites. C'est vrai que quand on mange des fleurs, qu'on cuisine des fleurs, il y a un petit peu un côté très amusant, très ludique, c'est très coloré, c'est beau, c'est joli. Et c'est vrai que c'est un produit qui quand même sort de l'ordinaire. Tout de suite, Tendanceau vous propose de découvrir cette nouvelle cuisine en compagnie des plus grands spécialistes. Mais tout d'abord, petit retour aux origines. On situe l'émergence du phénomène en 2004 à Copenhague, fief du célèbre restaurant Noma. Là-bas, c'est René Redzepi qui mène le jeu. À 33 ans, ce jeune Scandinave ne cache pas son attirance pour les fleurs et autres plantes sauvages, dont il parsème ses assiettes avec une prodigalité exceptionnelle. En France, les grands acteurs de la cuisine créative sont tout autant friands des vertus florales.
Parmi eux, Pascal Barbeau, chef de l'Astrance à Paris. C'est là-bas que nous l'avons rencontré. Il a choisi de nous présenter la nouvelle star des assiettes, une fleur dont le goût se substitue à l'ail. Ici, on a une pousse d'ail des ours. Donc on voit bien la plante, on a la feuille, on a la tige, on a le petit bulbe qui commence à se dessiner et on a la racine. Donc ensuite, quand la plante est adulte, on a le bouton. Ensuite, le bouton qui fleurit, donc on a la fleur. Donc par rapport au stade de maturité du bouton, de la feuille, du bouton, de la fleur, on aura des goûts qui seront un petit peu différents. On peut retrouver cet aliment en huile parfumée, en assaisonnement ou encore en tirer d'autres saveurs en le laissant macérer quelque temps. En matière florale, le grand chef ne se donne aucune limite, seulement quelques recommandations. Donc la règle numéro 1, c'est de savoir si la fleur est comestible. On ne peut pas manger, consommer, cuisiner n'importe quelle fleur. On ne peut pas les acheter n'importe où, c'est pas possible. En effet, les marchés spécialisés ou les épiceries fines sont les meilleurs moyens de se fournir en fleurs comestibles. Mais certains restaurateurs mettent un point d'honneur à connaître le maraîcher avec lequel ils travaillent. C'est le cas de Sylvain Sandra, un des rares clients de l'exploitation confidentielle de Asafumi Yamashita. Aujourd'hui, il lui rend visite afin de découvrir les produits qui peupleront d'ici peu ses assiettes. Je peux te proposer le fleur du petit vert. Ouais, c'est le nouveau légume japonais. Un endroit qui de prime abord n'a rien d'exceptionnel, mais détrompez-vous, les produits cultivés par ce maraîcher japonais sont convoités par les plus grands chefs parisiens. Quand on prend le bouton, ouais. Il a du petit pois. Ouais. C'est intéressant de goûter parce que d'abord ça permet de penser un peu à l'avance ce qu'on peut en faire. Et pour Sylvain, venir ici, c'est un moment nécessaire pour faire germer de nouvelles idées. Il va me livrer demain matin. Bon, ça va me laisser un peu le temps de mûrir le produit. Le lendemain, et comme tous les vendredis, Asafumi livre sa récolte au restaurant parisien, dont Itinéraire, où on le retrouve avec Sylvain Sandra. On va faire ça là, maintenant quoi. On y va là, ça part en cuisine. Et tu vas t'amuser avec? Ouais. Et en cuisine, on découvre une véritable caverne d'Alibaba floral. Et c'est normal, car ici on agrémente tous les plats de fleurs. C'est ce que nous on va utiliser pour le service. On a vraiment quelque chose qui va exploser en bouche. Donc ils vont arriver comme des condiments qui vont faire le liant des plats. Hein, la touche de sel ou la touche d'aromate, elle va être là. C'est le moment de préparer les produits que nous avions découverts la veille, dont cette fameuse fleur au goût de petits pois. Explication du chef. Il n'y a rien de compliqué, hein. Un œuf cuit, un peu de lait, un peu de thé. C'est un thé qui a un léger goût d'ananas, petits pois et fruits. Tu mets les fleurs de daikon là. Non. Les fleurs de daikon et fleurs de petit vert là. Ce qui vient de livrer, c'est nouvelle ça. Là, c'est vraiment le petit Jésus en culotte de velours. En effet, le résultat met l'eau à la bouche. Alors, quels sont les premiers sentiments des clients vis-à-vis de ce nouveau plat? Alors cette petite fleur jaune, c'est assez intéressant parce qu'elle a vraiment un côté petit pois très frais, avec un peu de sucré et à la fin un côté bien végétal, une jolie longueur végétale, très étonnant, très subtil. Et à force d'en côtoyer autant dans les assiettes, on se demande comment les cuisiner. Afin de satisfaire sa curiosité, Olivia a décidé de participer à un cours de cuisine des fleurs, en compagnie de sa sœur. Mais qu'attend-elle vraiment de ce cours? Au restaurant, j'ai eu l'occasion déjà d'avoir des plats avec des petites fleurs, ça m'a toujours intriguée. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte du goût parce que souvent c'est mélangé comme ça dans d'autres saveurs. Donc là, je suis assez curieuse de pouvoir goûter à l'état brut. C'est Émilie Lang, chef spécialisée dans la cuisine créative, qui est aux commandes de cours hors des sentiers battus. Elle initie ses convives avec beaucoup de pédagogie. Regardez, essayez d'en prendre une et croquez dedans. À plein dedans, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je dirais de la salade, vraiment. Ah ouais? Ah non, mais il y a un petit goût quand même. C'est amer, hein? Ah oui, c'est amer, il y a un petit goût amer. T'as vraiment le parfum de la fleur dans la bouche. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Goûter les fleurs crues est le meilleur moyen de se faire une idée immédiate sur le produit. Au menu aujourd'hui, fleurs de courgettes, pâquerettes et chrysanthèmes. En beignet, ça se prête très bien, sucré ou salé.